Shalom à toutes et à tous, Erev Tov. Nous nous trouvons avec Georges Spira, un cours pour Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est le 6e épisode sur les Juifs du Maroc. Georges, je vais te mettre en grand écran tout de suite. Bonne étude à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Alors bonsoir tout le monde. D'abord un petit carnet de famille. J'ai le plaisir de vous annoncer que Micheline Cohen, qui est une fidèle de nos cours, a marié une petite fille cette semaine, la semaine dernière. Deuxièmement, je voudrais vous faire une annonce qu'on m'a demandé de vous passer, une invitation de Rav Bochko, qui est donc le fils de Rav Moshe de Montreux, et qui fait une réunion au Binyan Haouma pour tous les anciens élèves et les sympathisants. Alors, ça se tiendra le dimanche 6 mars au Binyan Haouma. Il y a des cours en ivrite et aussi en français. Il y a des rencontres avec les anciens élèves. Il y a un repas gratuit, parce qu'il y a eu un généreux donateur qui a pris tout en charge. Et donc, c'est une occasion de se rencontrer pour les 95 ans de l'existence de la yeshiva, qui a commencé à Montreux, qui a continué près de Paris et qui se trouve aujourd'hui à Kochav Yaakov. Voilà. Et ils ont de grands projets. Et donc, vous êtes tous invités dimanche, le 6 mars, à Binyan Haouma, à partir de 18h15. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et alors, j'ai encore une troisième chose qui me touche plus personnellement. Je voudrais placer ce cours à la mémoire de mon beau-frère, Nathanaël Ben Shmuel, docteur Gilbert Nerson, Zichronot Tzadik Livrocho, qui est décédé il y a 15 jours. Voilà, c'était mon beau-frère de Strasbourg. Bien, et puis maintenant, on va travailler, si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, évidemment. Et on commence par le résumé de ce qu'on a vu il y a 15 jours. Nous avions vu que sur ce que sont les Juifs berbères, leur origine, etc., il y a des avis très partagés entre différents historiens ou chercheurs. Je vous ai cité Schluch, Hirschberg et Wexler, qui ont des approches un petit peu différentes l'un de l'autre. Par ailleurs, nous avons vu qu'autour du début du XXe siècle, vers les années 1900, on évalue environ 8000 personnes, 8000 juifs, la population juive berbère de l'Atlas marocain. Je vous ai aussi raconté que le professeur Chaim Zafrani avait découvert une Haggadah de Pessah traduite en amazique, donc la langue berbère, ce qui prouve donc que les gens, comme ça existe en français aussi, comme on avait des Haggadot traduites également en allemand, on a besoin de la langue, souvent la langue courante qu'on parle, pour pouvoir suivre une tefila. Voilà, tout ce monde va disparaître au XXe siècle et se retrouvera en Israël. Ensuite, nous avons parlé des relations judéo-berbères et je vous ai notamment parlé du Maksen et de Al-Siba. Ça, c'est une notion importante qu'il faut retenir. Le Maksen, c'est la zone du Maroc qui comporte essentiellement les villes côtières et les villes de la plaine et qui sont inféodées au sultan du Maroc, qui sont sous l'autorité du sultan du Maroc et qui sont régies par le statut de dhimmi. Et par ailleurs, il y a Al-Siba, qui sont toutes les autres régions, et notamment toutes les régions montagneuses de l'Atlas, où le sultan n'assure pas son autorité, et l'autorité est pratiquée par le cheikh ou le shérif, c'est-à-dire une multitude de petits chefs, de petits potentats locaux, dans chaque village ou dans un petit groupe de villages, et c'est eux qui assurent l'autorité et l'administration de la région. Là, le statut de dhimmi n'est pas appliqué, mais par contre, les Juifs sont pieds et poings liés avec ce cheikh qui a droit de vie et de mort sur eux, qui a tous les droits et qui en abuse parfois, pas toujours, mais d'un autre côté, qui assure leur sécurité. Donc voilà la situation politique, si vous voulez, du Maroc. Le problème ou la conséquence immédiate, c'est que nous avons deux types de populations juives au Maroc.
Attendez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Voilà. On a deux types de populations juives au Maroc qui sont régies par des lois civiles différentes et on a donc un fossé profond entre ces deux populations. Nous y reviendrons. Dans le sud de l'Atlas, jusqu'à la première moitié du 19e siècle, il vivait entre 3 et 4 000 juifs en toute liberté, propriétaires de leurs terres, des vignobles, de champs, et propriétaires, d'après un chercheur qui s'appelle Davidson, depuis l'époque du roi Salomon. Or, ceci, nous l'avons vu, il y a eu une immigration en terre d'islam, pas en terre d'islam, au Maghreb, très très tôt, à l'époque du roi Salomon déjà. Et après, on aura plusieurs immigrations dont nous reparlerons tout à l'heure. Et donc, ces gens ont pratiqué un judaïsme originel, c'est-à-dire qui n'a pas été influencé par le Talmud et par le judaïsme rabbinique. Ils sont venus avec les connaissances de l'époque du roi Salomon. Donc, on a là un groupe de 3 000 à 4 000 personnes indépendantes qui ont une belle situation. Et voilà. Alors, je vous ai aussi raconté l'histoire des Juifs d'Ilig. Ilig étant une petite ville juste à côté de Agadir. Et ça, c'est une toute autre image. À Ilig, il y a, alors, autre chose que j'ai oublié de vous rappeler, c'est que dans ces communautés de l'Atlas, il y avait un cheikh juif, c'est-à-dire un représentant de la communauté, qui faisait l'interface entre le shérif ou le cid, le grand patron, et la communauté. Or, à Ilig, il y avait un cheikh juif qui s'était montré fait complice du cheikh et du cid, et il a fallu l'intervention de l'Alliance israélite universelle pour essayer de calmer le jeu, parce que ces gens étaient littéralement saignés à blanc. Le cid, par souci de convenance et de ne pas faire de lachonnerie, je ne vous donnerai pas le nom de ce cheikh, de ce juif donc, qui représentait la communauté. Par contre, le cid, le patron, s'appelait Hussein Ben Hashim, et c'est un très triste personnage qui a entre autres provoqué un drame avec un monsieur qui s'appelait Isaac Suissa en 1879. Vous avez raconté ça, il l'avait emprisonné, il voulait mettre la main sur tous ses biens. Finalement, il a pu partir à Essaouira. Toute une histoire, je ne vous la refais pas. L'histoire de Isaac Suissa. Mais ça, c'est le cid, le cheikh, le shérif. Par contre, les relations entre la population juive et musulmane étaient relativement correctes. Il y avait une bonne entente, pas toujours non plus, c'est pas univoque, c'est pas toujours la même histoire, mais il y avait une entente convenable entre la population. D'ailleurs, je vous avais rappelé qu'on avait vu un film sur les recommandations de... Il vient essayer de m'arranger ce truc-là. Ça tombe. Je règle ce machin-là. Voilà. Maintenant, ça va. On avait vu que ces relations étaient effectivement correctes, très souvent, mais pas toujours. Et ce film rappelle aussi qu'il y avait des guerres entre les différents shérifs de chaque village, parce que des guerres de pouvoir. Donc voilà, et les Juifs sont là-dedans entre les deux. Voilà. Donc une relation convenable avec la population. Voilà. Je vais aussi parler du document rédigé par le shérif Al-Hussein, qui connaît le nom de chaque chef de famille, de son épouse, de ses enfants, qui connaît tous les détails et toutes les coutumes juives. Et il rédige un petit document où il dépeint la totalité de sa communauté juive. C'est vous dire aussi que c'était intéressant pour lui parce qu'il avait un profit dans cette affaire-là. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de la politique coloniale française, dont l'idée était la suivante. Les populations de l'Atlas, de la montagne, sont des musulmans beaucoup plus modérés. Et donc, ils ont cherché à faire une fracture entre la population arabe marocaine et la population berbère
espérant empêcher l'islamisation de cette population berbère, l'islamisation plus extrême. Et dans le cadre de cette politique, évidemment, les Juifs aussi ont subi et ont joué un rôle. Voilà, encore une autre description par Schlouch de nos Juifs berbères. Il dit que ce sont les Juifs les plus authentiques parce que depuis des centaines d'années, ils vivent dans un total isolement par rapport au reste de la communauté juive dans le monde, et notamment les grands centres rabbiniques et les centres d'études. Mais il dit qu'ils sont très incultes. Voilà, alors c'est faux, et nous l'avons vu, et nous le reverrons encore une fois tout à l'heure. Par ailleurs, il faut dire que pour les autres Juifs du Maroc, les Juifs de l'Atlas sont aussi des Juifs de deuxième catégorie, vus comme de façon très négative, incultes, frustes. Il y a une fracture dans cette communauté juive du Maroc. Pas une fracture qui se manifeste de façon violente, mais il y a deux communautés différentes. Cette appréciation par les Juifs du Maroc nous est dépeinte par un autre voyageur qui s'appelle Jacques Flamand. Après, je vous ai donné quelques noms de Juifs berbères et nous avons parlé du départ d'une petite partie de cette communauté, un petit nombre de Juifs qui ont quitté le bled, qui ont quitté la montagne pour aller sur Essaouira et Marrakech, sachant que la grande majorité de ces Juifs ont immigré en Israël à la fin des années 50, début des années 60. Il y a donc au Maroc deux groupes de Juifs, il y en a même 4, hispano-marocains et berbères. Voilà, nous en étions là. Et à propos de ces 4 groupes, je vais encore une fois vous les rappeler, il y a le groupe hispanophone. Les régions du nord du Maroc, Tanger, les régions du nord, évidemment, c'est là où les Juifs espagnols ont débarqué en tout premier lieu. Il y a les Juifs parlant français, ça c'est donc beaucoup plus tard avec l'Alliance israélite universelle, qui parlent le français, qui parlent l'arabe et qu'on retrouve sur la côte marocaine et dans les grandes villes des plaines. Et puis, il y a le groupe des Juifs arabo-berbères dans l'Atlas, évidemment. Et il y a un groupe arabo-chleux, c'est aussi des berbères, qu'on trouve tout à fait au sud du Maroc. Et il y a des Juifs arabophones au Sahara. Ah, c'est une drôle d'histoire. Nous y viendrons certainement encore ce soir. Voilà, on en était là et si vous voulez bien, on va continuer. Alors, les divisions sociales sont frappées et marquées par les Juifs du Makzen et les Juifs donc en milieu urbain et les Juifs de Al-Siba en milieu rural. C'est une vision un peu simpliste qui a été étoffée, appuyée, soutenue et développée par l'Alliance israélite universelle. Assez marrant, on a déjà pas mal parlé maintenant des Juifs de l'Atlas marocain, on n'a pas parlé de l'Alliance israélite universelle qui a pourtant très profondément marqué les Juifs du Maroc. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, l'Alliance israélite a clairement distingué entre les Juifs du bled, donc de l'Atlas, et les Juifs de la ville. Et les Juifs marocains eux-mêmes considéraient ces Juifs de l'Atlas comme des chleux primitifs, nous venons de le voir, alors que la condition de vie dans les mélats urbains, à Marrakech, à Fès, à Agadir, à Salé, etc., était souvent bien plus dramatique que la condition de vie des Juifs dans l'Atlas, très souvent. Mais voilà, il y a des préjugés qui ont la vie dure. Et quand des Juifs de l'Atlas, que je vous ai dit tout à l'heure, un certain nombre ont quitté le bled pour venir dans les villes, il y a eu des heurts dans les villes, que ce soit à Marrakech ou essentiellement à Marrakech. Il y a un témoin de Marrakech, d'ailleurs, qui écrit en 1940, c'est pas très vieux, que les Juifs étrangers d'origine espagnole, les Juifs étrangers d'origine espagnole ont été submergés par les Juifs berbères qui pratiquent un judaïsme primitif propre à leur mentalité.
respect de la Torah, quelques rites extérieurs, tzedaka aux rabbins d'Israël. Ah, ça c'est une histoire intéressante et nous allons voir qu'ils ne sont pas si isolés que ça. Donc tzedaka aux rabbins d'Israël et mépris et hostilité à l'égard des populations non juives. Ce sont là leurs seuls liens avec le peuple d'Israël. Dixit, un habitant de Marrakech, à propos de ces Juifs qui sont venus de l'Atlas. Un autre voyageur qui s'appelle José Belesh écrit que les Juifs marrakchis sont ceux qui ont gardé le plus de traits d'origine rustique, farouches et têtus. Ce sont eux qui sont le plus attachés aux anciennes coutumes. Un autre voyageur, c'est pas très sympathique quand même ces propos. Un autre voyageur français qui s'appelle Joseph Flamand s'est directement inspiré du point de vue de l'Alliance israélite universelle et dit que les coutumes des Juifs berbères sont influencées par l'Orient, déformées par leur isolement millénaire des grands centres juifs, assimilées à des concepts de l'islam ou ont intégré, absorbé des concepts de l'islam et toutes sortes de rites païens et de pratiques superstitieuses. Voilà. Les Juifs dans les régions berbères seront encore beaucoup plus marginalisés au fur et à mesure que l'urbanisation se développera dans le reste du Maroc. Donc voilà, on a là une description de ces Juifs pas très sympathiques et qui va leur coller à la peau très longtemps jusqu'ici en Israël. Dire qu'ils sont arriérés, rustres, tradition païenne, ce qui est absolument faux, et nous allons le voir tout de suite. Donc, le fossé se creuse entre le juif espagnol ou oriental, lettré, érudit, urbain, et le juif berbère, fruste, primitif, attaché à son sol. Et pour terminer cette histoire, je vais vous dire le propos d'un chercheur contemporain, Daniel Schroeter, qui en 1981 a effectué un voyage sur les traces des communautés juives de l'Atlas marocain, du sud marocain, à la recherche de traces de ce passé berbère. Et voilà ce qu'il dit. Une première question se soulève tout de suite, qui avait d'ailleurs déjà été évoquée par le professeur Chaim Zafrani, et qui est de savoir jusqu'à quel point les Juifs berbères utilisent la langue berbère pour expliquer, commenter et enseigner la Torah et les traditions religieuses ou pour prier. Et il semble, comme d'ailleurs l'avait déjà relevé le père Foucault vers 1870, que tous les Juifs berbères parlaient surtout l'arabe, mais connaissaient le berbère. Le judéo-arabe était leur langue de culture quotidienne, leur véritable langue, au moins depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, on ne peut pas dire que ces gens aient été isolés des autres communautés, on ne peut pas dire qu'ils soient arriérés, ce sont tous des archétypes, des images fausses, mais qu'on leur a collées sur le dos. Il continue en disant que l'élite de cette population savait l'hébreu et il n'y a aucune trace permettant de penser que le berbère servait à enseigner ou à expliquer nos textes et nos traditions. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, toujours pour professeur Zafrani, de cette fameuse Agada. Ça n'est pas antinomique du tout. Peut-être pour les épouses, pour qu'elles puissent suivre quelque chose, possible. Mais clairement, on n'a aucun document, des livres d'école, quelque chose dans ce goût-là, qui permettent de dire qu'on a enseigné les traditions juives en langue berbère. Je reviens à Ilig. Ilig, dont on a déjà parlé tout à l'heure, je vous rappelle le nom de cette ville, voilà, ça s'écrit comme ça se prononce. Ilig, qui se trouve près de Agadir, donc sur la côte, vers le sud du Maroc. Ilig est une ville qui a une histoire de 400 ans. 400 ans, pas très ancien quand même. C'est une ville cosmopolite
Et c'est ainsi que les Juifs de la ville d'Ili ont eu vent de l'histoire de Sabtai Tzvi. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient complètement isolés de la vie communautaire, et je vais vous en apporter les preuves tout de suite. Alors, cette ville est détruite par Moulay Rachid en 1670, ça ce sont les guerres marocaines, ça n'a rien à voir avec les Juifs, et retrouve sa puissance au début du XVIIIe siècle. Son chef, Sidi Hachim, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui est franchement pas un personnage très intéressant, est en guerre ouverte en permanence avec le roi du Maroc. Et Ilig a un rôle très important dans le commerce transsaharien parce que ça se situe vraiment au sud du Maroc, et donc c'est la porte ouverte vers le Sahara où il y a un très très important trafic que je vous détaillerai peut-être tout à l'heure encore. Alors, grâce aux Juifs, Ilig est relié à l'Europe parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils sont liés avec des communautés, donc ils ne sont pas aussi isolés qu'on veut bien le dire. Elle est reliée à l'Europe, notamment par le port d'Essaouira, à l'époque ça s'appelait encore Mogador. Alors, ce qui arrive à Ilig, ce n'est pas que des marchandises. Arrive également, par exemple, en 1817, Chaim Yosef Masliach, qui est un rabbin qui vient d'Israël au Maroc. Chaim Yosef Masliach, 1817. C'est donc très ancien, c'est avant les premières grandes aliotes. Voilà. Mais arrivent également à Ilig des marins juifs naufragés ou qui ont été vendus comme esclaves et que la communauté d'Ilig rachète. Donc, on ne peut pas dire que ces gens soient isolés, c'est faux. Ils ont des relations, ils savent ce qui se passe dans le monde, peut-être moins que dans les grandes communautés de la plaine, mais quand même, ils sont parfaitement au courant. Alors, le déclin du commerce au Sahara et le déclin de Essaouira, sa ruine même comme port international, se situe à la fin du 19e, début du 20e siècle, donc au tournant du siècle. Essaouira s'effondre et du coup, Ilig aussi. Et les relations, là par contre, sont beaucoup plus réduites avec les communautés de l'extérieur. La centralité d'Ilig comme communauté juive se réduit et la situation s'aggrave encore pendant la période coloniale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, et je reviens à notre alliance israélite, évidemment, ce n'est pas la seule fois. Je vous ai dit tout à l'heure, l'alliance, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Ah ben tout à coup, elle se réveille, l'alliance. Quand même dire qu'ils ont fait un travail formidable, hein. Je suis un peu sarcastique. Ils ont fait un travail extraordinaire au Maroc. Mais là, par rapport aux Juifs de l'Atlas, c'est beaucoup plus douteux. Tout à coup, en 1954, on se réveille, on dit « Ouh là là, il est urgent de monter un réseau d'écoles juives de l'Alliance israélite pour les petites communautés du Bled, de l'Atlas, etc. » Et la première ouvre en 1954 à Ilig. Alors, elle va durer quelques années, très peu de temps, parce que les gens vont partir en Israël. Et le réseau en montagne, il y aura quelques écoles, je vous les citerai au fur et à mesure, mais pas grand-chose. Elles dureront très peu de temps parce que très rapidement, les Juifs vont quitter l'Atlas. Et après l'indépendance du Maroc, on abandonne complètement l'idée de perpétuer ces communautés de l'Atlas marocain. Et les dirigeants marocains, les grands dirigeants de la communauté, ils ne peuvent rien faire. Et ils pensent au fond qu'il vaut mieux que tous ces gens foutent le camp en Israël. Quand même, pas beaucoup de relations avec eux, hein. C'est un autre monde. Et il se trouve un membre important de la communauté, dont je tairai le nom pour ne pas faire de la shonara, c'est quand même très contemporain, qui déclare en 1981, c'est pas très vieux, « J'ai vidé les mélas ». C'est pas très sympathique. J'ai vidé les mélas. Voilà. Alors, il parlait certainement des mélas de l'Atlas, mais pas seulement. Il parlait probablement aussi des autres mélas, des autres quartiers juifs des grandes villes, qui effectivement ont été vidés, c'est vrai. Donc, il n'y a que quelques personnes
très haut placés qui ont pu exprimer de tels propos. Voilà. Je reviens à Ili, qui est vu comme très éloigné de la civilisation, tant par les Juifs que par l'Alliance israélite. Et sa communauté s'installe en Israël fin 1950, début 60, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais avant leur départ, ils ont enterré toutes sortes de documents dans la Geniza. La Geniza, c'est cet endroit où on enterre les vieilles tephilotes, tout ce qui est documents religieux, qu'on ne les jette pas comme ça. Et en 1981, on a fait des fouilles. Alors, malheureusement, beaucoup de ces documents sont partis en miettes à cause de l'humidité. Inik, c'est près de la mer, près de l'océan. Mais on a quand même retrouvé quelques textes religieux, des tfilotes, des lettres, des livres de contes en judéo-arabe. Et dans tout ce qu'on a trouvé, on a notamment trouvé des fragments de tfilotes qui prouvent que ces tfilotes ont été imprimés en Pologne. Ce sont des Juifs qui sont à l'écart des autres communautés? Non. S'ils ont des livres de prières qui viennent de Pologne, c'est donc qu'il y a des relations. Ça semble évident. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a trouvé des textes sur le sionisme politique, donc qui ne sont vraiment pas de l'autre côté de la Lune, des textes en hébreu moderne, donc en ivrite, et des poèmes à la gloire du sionisme, donc une communauté plongée dans une réalité politique contemporaine et pas du tout isolée du reste du monde juif. Alors, ils sont tellement arriérés, les Juifs berbères? Je ne le crois pas. Malheureusement, les stéréotypes ont la vie dure. Voilà. Alors ça, c'est pour l'histoire des Berbères. Et maintenant, je vais vous raconter, je change un petit peu, je ne change pas de sujet parce qu'on est toujours au Maroc, évidemment. Je vais aborder un sujet que je développerai beaucoup sur les deux ou trois cours à venir. Alors voilà, je vous raconte l'histoire d'une tribu qui s'appelle les Dagatoun. Les Dagatoun. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et l'histoire de Dagatoun nous est relatée une première fois par un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Rabbi Mordechai Abi Serour et qui a révélé leur existence en 1895. Voilà une photo de Rabbi Mordechai Abi Serour. Regardez, le personnage, il est haut en couleur. Il a une tenue très, très intéressante avec une chéchia. Et voilà, Rabbi Mordechai Abi Serour. Alors, ce monsieur révèle l'existence des Dagatoun. Ils sont originaires de Akka, au Maroc. Alors, Akka, au Maroc, je crois que je l'avais trouvé. Ah, voilà. Akka se situe ici. Si vous me suivez là à peu près. On voit très bien. C'est écrit en rouge, hein, Akka. Petite ville juive du sud marocain, là aussi. Et Rabbi Serour a voyagé à partir de 1857 dans tout le Sahara avec son frère et il est descendu jusqu'à Tombouctou. Tombouctou, ça fait une belle distance, vous le situez à peu près sur la carte. Sinon, je peux vous montrer où se trouve Tombouctou. Tombouctou, c'est là, en rouge. Voilà, vous reconnaissez cette carte. Nous sommes à l'Espagne, Tanger, la côte, et voilà Tombouctou en rouge. Ici. Ça fait donc une belle distance. Il s'est baladé et il raconte son voyage dans un bulletin de la Société de géographie. Voilà ce qu'il nous raconte. Les Dagatoun habitent des tentes, plus ou moins comme les Touaregs berbères. Je crois que Touareg, si je ne m'abuse au pluriel, ça se dit Targui. Mais on va rester à Touareg, ce sera plus facile pour tout le monde. Et ils vivent avec les Touaregs
par leur langue, ils ont leur religion, on va mettre ça entre guillemets, et leurs coutumes. Mais ils ne sont pas noirs comme les Touaregs. Ils ont la peau beaucoup plus claire. D'ailleurs, Serrour, il dit, ils sont blancs comme neige. C'est peut-être pas tout à fait juste, mais il est romantique, ce monsieur. Il est du 19e, il ne faut pas oublier. En tout cas, ce qui est intéressant avec les Dagatoun, c'est qu'ils sont tout à fait conscients de leur origine et ils lui ont dit la chose suivante. Nous sommes juifs et nos ancêtres sont de Tamentit. Alors, Tamentit, c'est important. Tamentit, c'est une ville du Touat. Attendez, non, du Tafilaleh. Je ne dis pas de bêtises. Non, du Touat. Bref, ça se passe par ici. Vers à cheval, oui, comme ça c'est mieux quand même. À cheval sur la frontière algérienne. Là. Donc, nos ancêtres sont originaires de Tamentit. Et Tamentit est aujourd'hui en Algérie. Ça ne l'était pas à l'époque. Ça, c'est un autre problème dont je vous parlerai plus tard. Ils sont soumis aux Touaregs. Ils habitent un territoire qui va de Tombouctou jusqu'à Ladrar, c'est donc vraiment en plein désert. Ils sont moins bien lotis que les Touaregs parce qu'ils sont juifs, clairement. En tout cas, vus comme tels. Et chaque juif est obligé d'avoir un Touareg comme protecteur. Bien. Donc, ils vivent ensemble, vivent sous tente, sont nomades, pour beaucoup, sont juifs d'origine. On va voir la suite. Il n'y a pas de mariage mixte entre Touareg et Dagatoun. C'est bien clair. Et d'après le Rav Serrour, ils sont implantés au Sahara depuis le 7e siècle, quand Abdel-Malik, qui était un calife omeyyade, les a chassés du Touat parce qu'ils refusaient de se convertir à l'islam, en même temps qu'il a chassé les Touaregs, qui eux n'ont pas refusé de se convertir à l'islam, mais qui n'acceptaient pas tous les dogmes de l'islam. Donc ils ont été chassés. Alors les Touaregs les considèrent comme moins qu'eux parce qu'ils sont juifs, ils sont un peu mieux parce qu'ils sont un petit peu musulmans, mais pas assez musulmans pour les musulmans conquérants. Voilà. Alors, quand il est arrivé à Tamentit, il a voulu convertir tout le monde à l'islam et il a donc fichu tous ces gens à la porte. Ils ont été donc coupés de tout lien avec une communauté juive. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et peu à peu, ces juifs exilés dans le Sahara perdent leur tradition, perdent leur lien, perdent la connaissance ou le souvenir ou la mémoire du judaïsme. Et ils deviennent officiellement, c'est intéressant de le préciser, officiellement musulmans. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont considérés comme musulmans, mais ils n'invoquent jamais Mahomet, refusent catégoriquement de se prosterner. Donc, vous voyez, il y a des réminiscences, ce ne sont plus des juifs. Ils savent très bien d'où ils viennent, ils savent qu'ils sont descendants de juifs, et ils refusent d'adhérer complètement à cette religion majoritaire. Ils ne connaissent pas le Coran, toujours d'après le rabbin Serrour, et il y a un autre chercheur, un autre voyageur comme ça, qui s'appelle Victor Horowitz, qui dit qu'il y a de nombreuses tribus libres dans le désert, comme la tribu des Dagatoun, juives d'origine, mais ayant peu à peu perdu leurs coutumes juives. Et il y en a beaucoup, et c'est là-dessus que je vais m'étendre à partir du prochain cours. Donc, parmi ces tribus, il y a donc nos fameux Dagatoun, qui sont plusieurs milliers, c'est pas rien, c'est pas un chiffre insignifiant, qui sont dispersés dans les oasis du Sahara jusqu'au Niger. Le Niger, c'est assez bas, on est là, en Afrique de l'Ouest. Le Niger, c'est là en bas. Voilà. Le Niger, il est là où j'ai mon doigt. Là, vous reconnaissez cette carte, ça, c'est le ventre de l'Afrique de l'Ouest.
Et c'est donc par là qu'on se situe. Voilà le Sahara, et avec le Niger que je viens de vous montrer, qui se situe donc ici. Voilà. Donc, ils sont répartis un peu partout. Et il y a d'autres tribus similaires, comme par exemple les Meshraga. Alors, je reviens à mes Dagatoun. Fin du XXe siècle, il y a encore des Dagatoun fin du XXe, donc il n'y a pas longtemps, hein, ça continue, j'imagine. Il y a des Dagatoun parmi les Touaregs de Gao, de Bourem et de Tombouctou, donc au Mali. Et il y en a également un petit peu dans le sud-ouest de l'Algérie, dans le sud-ouest au Sahara de l'Algérie. Ils se déclarent juifs sans hésiter, ils se disent vraiment juifs, disent que leurs ancêtres vivaient au Maroc et faisaient commerce de sel et de tabac, ce qui est tout à fait exact. C'était les fameuses caravanes qui partaient du sud marocain. Certains d'entre eux se disent originaires du Touat, donc cette région sur laquelle je reviendrai largement, mais pas ce soir. Et cela confirme l'hypothèse qu'il y a une forte émigration de Juifs du Touat vers le Sahara après les massacres de 1492. Ça n'a rien à voir avec le 1492 d'Espagne. Ce sont des massacres qui ont eu lieu au Touat en 1492 par des musulmans almohades. Voilà, je cherchais le mot. Il y a d'ailleurs quelque chose de très intéressant dans leur lexique. Le verbe, le mot pour dire la connaissance, connaître, savoir, le mot utilisé, c'est Talmud. C'est très étonnant. Très étonnant. Voilà. Alors, il est évident qu'il y a eu des mélanges de populations, c'est clair, au travers des siècles, mais et il est vrai aussi que beaucoup de Berbères se sont convertis au judaïsme au début de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ça, nous l'avons déjà vu. Et on trouve dans cette région d'Afrique beaucoup de lieux saints qui sont honorés tant par les Dagatoun que par les Touaregs, par les Juifs ou les musulmans. On trouve encore une autre tribu semi-nomade juive qui sont des agriculteurs pour partie, parmi les Arenchas de Soukara. Ça, c'est en Algérie. Donc, des groupes d'origine juive. Je ne sais pas si on peut dire encore aujourd'hui qu'ils sont juifs. Ça, il ne m'appartient pas de le dire. En tout cas, ils se revendiquent et se savent parfaitement d'origine juive et ne s'identifient pas à l'islam. C'est ce qui est important. Alors après, je laisse aux rabbins, au pluriel, le soin de traiter la question. Je n'en ai pas les compétences. Le long du sud marocain, on trouve au 19e siècle, dans les Ksours marocains, les Ksours, ce sont les oasis, on trouve là aussi des petits groupes d'origine juive, voilà. Et également, évidemment, dans le Sahara adjacent. Au Tafilalet, le Tafilalet, il est là, on va le voir. Voilà la région du Tafilalet, c'est ce qui est encadré là. On est toujours là vers le sud du Maroc. Dans le Tafilalet, on trouve à Outat 500 juifs dans un méla, une centaine à Figig, à Touat même, il y a une grande communauté, et à Tementit, alors Tementit, et c'est tout dans cette région, hein, c'est tout dans la région du Touat. À Tementit, il y a entre 6 et 8 000 habitants qui sont des descendants de juifs et qui sont convertis à l'islam. Et là aussi encore, un islam assez diffus, pas très clair, pas très affirmé. Voilà. 6 à 8 000 personnes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Fin du XXe siècle, près du lac Fagibine, qui se trouve à côté de Tombouctou, il y a une tribu touareg qui s'appelle Tel Isariel. Tel Isariel. Voilà.
et dont les membres ont des noms très particuliers. Ils s'appellent Eli, Isariel, Lévi ou Lévaï. Ça ne s'invente pas. Les noms sont là. Donc, c'est vraiment… L'onomastique permet de remonter beaucoup de choses. Effectivement, c'est un moyen de faire de l'archéologie sociale. En 1993, un historien malien qui s'appelle Ismaël Diadier Haïdara, je n'ai pas noté le nom parce que vous ne le retiendrez pas, a créé une association qui s'appelle Zahor, une association de Tombouctou, pour l'amitié avec le peuple juif. Et cette association est essentiellement composée de Maliens descendants de Juifs et qui se savent descendants de Juifs et qui fondent donc cette association. Cette histoire de la communauté malienne a été longtemps cachée par crainte des musulmans. Et maintenant, elle est en train de se faire jour tout doucement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer maintenant, puisque la force Barkhane a quitté le Mali. Donc, je ne sais pas ce que vont devenir nos braves juifs d'origine. Je n'en sais rien, on verra bien. Un dernier point sur les Dagatoun. Il est possible que leur nom soit dérivé d'un mot arabe qui est Tougatoun et qui signifie l'infidèle. Voilà. Alors, quand je vous ai raconté ça, eh bien, ça m'amène à un sujet, je vous ai mis en bouche pour l'histoire des Juifs du Sahara. Et là, je voudrais d'abord remercier M. Stern, Dr Stern, qui m'a permis d'avoir accès à un livre extraordinaire écrit par un monsieur qui s'appelle Jacques Olliel, qui a fait de nombreux voyages au Sahara sur les traces de ces communautés juives disparues ou perdues ou assimilées ou dissoutes, et qui a sorti un ouvrage magnifique. Et donc, c'est le travail de Jacob Olliel que j'ai repris, que j'ai synthétisé un petit peu et que je vous raconte. Et donc, je dois l'accès à ce livre au docteur Stern, que je voudrais remercier. C'est un livre stupéfiant. Alors, vous allez me dire, je croyais qu'on faisait l'histoire des Juifs du Maroc. C'est là que les choses, les Athéniens s'atteignirent et que les Perses se percèrent. C'est que ces Juifs du Sahara viennent du Maroc, donc ils font partie de l'histoire des Juifs du Maroc, mais ils viennent de régions qui aujourd'hui sont souvent algériennes, notamment le Touat, et que tout ça c'est extrêmement confus parce que ces frontières n'ont pas été définies il y a très longtemps, mais que l'histoire de ces peuples, elle est très ancienne. Donc, j'ai arbitrairement décidé de les cataloguer dans Juifs du Maroc. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz, mais je ne sais pas, je ne peux pas faire de distinguo. Voilà. Ces frontières ont bougé, mais les Juifs, eux, sont toujours là. Et c'est une histoire tout à fait stupéfiante. Et c'est pour ça que je veux vous la raconter. Ce n'est pas ce qui fait les fondements de la culture juive contemporaine, pas du tout. Mais c'est quand même une illustration très intéressante de ce qu'ont pu devenir nos frères sous les coups de boutoir de l'antijudaïsme et comment une partie du peuple s'est perdue comme ça, sans le vouloir, forcé par les événements. Donc, ça me semblait intéressant de vous en parler. Alors, le Sahara est en Afrique. Ces populations-là n'ont rien à voir avec les Juifs d'Éthiopie ou d'Érythrée. C'est tout à fait une autre histoire. L'Éthiopie, l'Érythrée est en contact avec le foyer juif originel par la mer Rouge, ce qui n'est pas du tout le cas là. Il s'agit de gens qui sont en contact avec le foyer d'origine, Israël, par l'Afrique du Nord et la descente le long des côtes de l'Atlantique. Donc c'est une toute autre histoire et je vais commencer à vous la raconter parce que c'est tout à fait passionnant. Ça commence déjà par ce qu'on appelle la Palestine touatienne. Alors, la Palestine touatienne, le Touat, c'est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment important de savoir où il se situe. Le Touat, il est là. C'est ce rond-là, ce cercle-là. Le Touat. Il est à cheval entre l'Algérie et le Maroc. Il est aujourd'hui totalement algérien, très largement contesté d'ailleurs par le Maroc,
parce que dans le temps, il appartenait au Maroc, mais ça, c'est de l'histoire politique du Maroc, ce n'est pas notre histoire. Donc, les Juifs du Touat, on parle de Palestine touatienne, et cette aventure prend fin en 1492 avec les massacres dont je vous ai parlé tout à l'heure par les Almohades et avec la destruction de sa capitale. Un immense pogrom va se dérouler au Touat. On n'a pas beaucoup de documents. Il est très difficile de distinguer dans cette population juive entre les Juifs originaires de Palestine qui ont cheminé, après plusieurs générations, mais qui ont cheminé jusqu'au Touat, et les Berbères locaux qui se sont convertis au judaïsme. Le tout, c'est un melting pot, et on a une population juive berbère. D'ailleurs, Al-Pi Halacha, d'après la loi juive, une fois que quelqu'un s'est converti, on n'a pas le droit de lui rappeler qu'il a été converti. Donc, on va laisser cette distinction de côté, mais d'un point de vue historique, on ne peut pas faire de toute façon le distinguo. À l'époque médiévale, ce Sahara occidental a un formidable trafic commercial caravanier avec le Sahara. On trafique de l'or, des plumes d'autruche, des esclaves noirs et plein d'autres choses aussi. Et les Juifs ont vécu 13 siècles, et même un peu plus que 13 siècles au cœur du Sahara. 13 siècles au cœur du Sahara. C'est impressionnant. Sachant que le Sahara commence, Sahara marocain, au sud du Maroc. Voilà. Alors, les questions. D'où venaient ces Juifs du Touat? Pourquoi sont-ils partis vers le désert? Et pourquoi ont-ils disparu? Et quand? Parce qu'ils ont disparu, essentiellement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les Dagatoun, il reste quelque chose, mais ce n'est plus grand-chose. On a très peu d'éléments de réponse et difficile de distinguer le vrai du faux, le vrai de la légende. Quelques éléments que je vous donne. On a quelques traces. D'abord, on a la mémoire des peuples, la mémoire orale, la transmission orale de génération en génération, des gens du pays, du Touat, qui 5 siècles après, parlent encore du temps des Juifs. Donc, ça a dû marquer ces régions fortement pour qu'on en parle encore 5 siècles après. Il y a l'onomastique, donc les noms, la toponymie locale aussi, les noms des lieux qui souvent font référence à les textes du Tanakh, et également, bien sûr, des traditions qu'on retrouve chez des musulmans, mais qui ont été prises chez les Juifs. Il y a des échanges, il y a une osmose, il y a un mélange, c'est tout à fait normal. Et il y a aussi des témoignages de voyageurs. Il y en a un premier qui s'appelle Ibn Battuta, au XIVe siècle, 1353 très exactement, Ibn Battuta. Il y en a d'autre qui est Antonio Malfante de Gênes, qui a voyagé au XVe siècle, en 1447, donc avant l'expulsion. Et puis il y en a un qui est célèbre, qui s'appelle Léon l'Africain. Et Léon l'Africain, alors, il a voyagé au début du XVIe siècle et lui, il révèle le désastre de 1492 au Touat, ce terrible pogrom, et c'est lui qui rapporte dans ses documents l'histoire de ce pogrom. Alors, les chercheurs contemporains disent pourquoi le Touat est une plaque tournante du commerce transsaharien, et ils placent clairement les Juifs au centre de ce commerce. Ils sont les filles ouvrières et les hommes pensants de l'organisation de ce commerce caravanier. Mais aussi, ça place les Juifs au milieu de tribus qui sont hostiles, qui font des guerres, et il y a parfois des famines. Donc, situation de puissance, entre guillemets, mais également souvent dangereuse. On a fait quelques découvertes, et notamment en 1988, vous voyez, c'est récent, on a trouvé une stèle gravée en hébreu à Tamentit. Alors, Tamentit, c'est la capitale du Touat. Est-ce que je l'ai là-dessus? Excusez-moi, j'essaie de vous retrouver Tamentit.
écoutez, ça se situe vers là, exactement, vraiment dans cette région-là, et à cheval sur, aujourd'hui c'est en Algérie, à l'époque ça ne l'était pas. Mais on a retrouvé donc une stèle gravée en hébreu en 1988, donc preuve déjà de passage de juifs. On a trouvé un manuscrit publié par Faraj en Égypte. Faraj, c'est un chercheur également. Un manuscrit du Tamentit. Et à la Geniza du Caire, on a trouvé une lettre datée de 1235 parlant des échanges caravaniers via le Touat avec le Sahara. 10 492, il y a donc le massacre et l'expulsion des Juifs du Touat. Des milliers d'entre eux vont se réfugier soit au Maghreb, soit au Sahara, jusqu'en Afrique noire. Donc voilà une origine de ces tribus juives du Sahara. On a effectué des recherches loin, déjà en Algérie et au Maroc évidemment, mais également en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et au Niger, en fait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce gros ventre-là qui sort dans l'Atlantique, dans toute cette région, on a fait des recherches de tribus juives. Et alors, on a une histoire qui remonte loin. Déjà, il y a une présence juive en Égypte il y a plus de 4000 ans. Pourquoi je remonte si loin? Parce que on a là un cheminement, une migration qui s'étend sur des siècles. Donc, on commence en Égypte, il y a 4000 ans. Et puis, des Juifs ont poussé jusqu'à Éléphantine, ça c'est très connu, vers l'Éthiopie, vers la Libye, et peut-être même plus loin. On a parlé d'une ère juive au Sahara. Une ère, vous imaginez, une ère juive au Sahara, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une présence symbolique, mais d'une présence significative, numériquement importante, et qui a une influence très importante sur les tribus qu'ils ont croisées et rencontrées. Et de fait, beaucoup de ces tribus vont se convertir au judaïsme. Il s'agit de tribus berbères, toujours encore. Donc, une pénétration très profonde, une influence sur les populations locales et une présence démographique importante et durable, surtout dans le temps, durer longtemps. Alors, le continent noir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de documents? Parce que le continent noir ne raconte pas son passé. Il y a des récits tribaux, des récits oraux de génération en génération, mais ça se dilue aussi, ça n'est pas précis, mais il n'y a pas de documents. Et le continent noir s'est relativement peu intéressé à son histoire. Donc, on manque vraiment de documents. Mais on connaît un certain nombre de choses. La présence juive est connue, la plus ancienne, ce sont des marchands juifs qui sont venus du temps de Salomon, au Xe siècle avant l'ère contemporaine. Au Xe siècle avant. Et effectivement, non, je ne vais pas vous le dévoiler, je vous le raconterai tout à l'heure. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Donc, ces gens, ils viennent pour faire des échanges commerciaux avec l'Ouest méditerranéen. Et puis, d'autres Juifs sont venus de Carthage, avec les Phéniciens, en moins 814. Ça, ce sont des immigrations volontaires et une recherche d'aventure, si vous voulez. Puis après, il y a eu les déportés de Salmanasar lors de la destruction du royaume d'Israël. Nous l'avons déjà vu ça, je ne m'étendrai pas, mais on est là au 8e siècle avant. Et puis après, il y a les déportés par Nabucodonosor au 6e siècle avant. Et là, grosso modo, on a pour l'essentiel ce qu'on appelle les tribus, ou une partie des tribus perdues. Alors, ces communautés juives, ces juifs qui arrivent là vers le Maghreb, vers le Maroc, évidemment, ne connaissent pas le Talmud. Le Talmud a été rédigé au IVe siècle après, à Babel. Aucune connaissance du Talmud, ni de ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Donc, ils viennent avec ce qu'ils connaissent. Et ils ont créé des implantations jusqu'au Soudan, donc au sud de l'Égypte.
Et plus tard, ils iront vers l'Inde et la Chine, toujours par ce cheminement-là. C'est absolument hallucinant. En pratiquant toujours évidemment un judaïsme originel, pas primitif, c'est faux, originel, mais ne connaissant pas le Talmud et les commentaires rabbiniques. Par contre, leur judaïsme, eh bien, il va introduire la notion de monothéisme dans toute l'Afrique. On n'a pas de chrétiens encore là, on n'a pas de musulmans, il n'y a que des juifs. Et l'idée de monothéisme, ça ne veut pas dire qu'on va avoir que des tribus monothéistes en Afrique, ce n'est pas ça du tout. Mais cette idée qu'il pourrait y avoir un seul Dieu, commence à se répandre en Afrique et en fait, la présence juive fera le lit du christianisme, tout simplement. Ce ne sera pas notre bénéfice, mais ce sera au bénéfice du christianisme. Alors, à tous ces déportés dont je vous ai parlé, ou de ces immigrants volontaires, vont se rajouter, en 320 avant l'ère chrétienne, 100 000 juifs. Alors là, ils ne sont pas déportés, ils sont engagés comme mercenaires par Ptolémée, Ptolémée qui est un successeur d'Alexandre le Grand. Alors, d'une part, pour défendre l'Égypte, et pour aller jusqu'en Cyrénaïque, ils sont envoyés comme soldats un petit peu partout. Et le même Ptolémée se sert d'ailleurs d'une très importante garde juive en Égypte et crée ainsi des communautés qu'on évaluera à l'époque de Philon d'Alexandrie, donc on est au 1er siècle avant, à 1 million de juifs en Égypte. C'est un chiffre considérable, colossal, 1 million de juifs. En 146 avant, toujours, Rome détruit Carthage. Ça fait partie de la guerre avec les Grecs, etc. Et du coup, les Juifs sont expulsés et partiront vers des villes et des ports d'Afrique du Nord, notamment Tripoli et Tanger. Il y avait à Carthage 30 000 Juifs. C'est un chiffre important. Donc ces gens, on les retrouve aussi vers le Maghreb. Et puis plus tard, il y aura la déportation de Titus en plus 70. En résumé, en même temps, tout ça, on l'a déjà étudié ensemble. En résumé, l'essentiel des Juifs d'Afrique du Nord, ce sont des exilés, des déportés, d'anciens esclaves qui ont été rachetés. Et on a une présence attestée très importante d'une communauté juive à Volubilis au Maroc, à Alexandrie, en Algérie, en Libye, où les Juifs représentent 25% de la population, qui est considérable. Ils se sont établis dans les villes maritimes, c'est en principe là qu'on va parce que c'est là qu'on peut travailler, et on retrouve comme ça des inscriptions juives à Benghazi, à Hammam Lif, ça c'est près de Tunis. On trouve des tombes juives dans le Djebel Nefoussa, ça c'est en Algérie aujourd'hui. Et il y a également beaucoup de vestiges archéologiques dans toute la région du nord de l'Afrique. Mais dans les régions du Sud-Sahara et en Afrique noire, rien du tout. On ne trouve rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de signes. Il n'y a pas de vestiges, il n'y a rien du tout. Alors, on va voir comment on sait ce qui s'est passé là-bas. L'opposition des Juifs et des Berbères aux Romains va créer une entente cordiale, si vous voulez, qui va se battre contre les Romains et une entente libo-phénicienne et berbère pour secouer ce fameux joug romain. Mais en 118, les Romains décident de mettre de l'ordre dans la maison et ils infligent des défaites terribles aux Berbères et aux Juifs qui sont tués par milliers. Les villes et les villages sont détruits, les arbres sont arrachés, les champs sont retournés, dévastés pour décourager toute tentative de réinstallation de la population. C'est exactement ce que les Romains ont fait à Carthage aussi, où ils ont même, ou à Jérusalem, où on a semé du sel sur le Harabaït pour que surtout plus personne ne revienne sur le Harabaït. Enfin, ce n'était pas très grave, puisque, comme vous le savez, l'ONU a déclaré que nous n'avions pas de lien avec le Harabaït.
Donc, ce n'est pas notre problème. Voilà. Alors, devant cette impossibilité de retourner dans leur foyer, ces Berbères et ces Juifs vont partir vers le Sahara. Et c'est ça l'origine d'une implantation importante de communautés juives dans le désert du Sahara. Alors, pas tout de suite le Sahara, les étapes intermédiaires, le Djebel Nefoussa dont je vous ai parlé en Algérie, le Mzab, le Touat, qui était donc au nord de l'Afrique. Ils vont vers le sud du Maroc, le Mzab, le Touat, le Mzab c'est en Algérie, Tafilalet, le Dra et le Souss. Si vous voulez, je peux vous montrer à peu près où c'est tout ça. Mais ça se passe tout là en bas. Alors, le Souss, c'est là. Voilà, ce cercle rouge. Le Dra, c'est ici, au sud de l'Anti-Atlas. Le Tafilalet, le Touat, c'est là. Et le Mzab, c'est déjà vers l'Algérie. Donc, dans des zones plus ou moins désertiques. Voilà. Et ils vont se réfugier chez les Berbères des montagnes qui sont déjà là. Et évidemment, dès qu'ils arrivent, eh ben, il y a de nouveau un prosélytisme juif qui opère et beaucoup de ces Berbères vont se convertir au judaïsme. Tout ça, nous l'avions vu, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sauf qu'arrive au 7e, 8e siècle, les musulmans. Là, la musique, elle commence à chanter, à changer. Musulmans, ils arrivent et beaucoup de tribus berbères qui étaient juifs vont se convertir à l'islam en Tripolitaine, dans les Aurès et dans les Ksours du Sahara. Pas tous, une grande partie va rester attachée au judaïsme, plus ou moins comme ça, notamment dans le Sahara, et c'est l'origine de notre histoire. Et il y a un monsieur intéressant qui s'appelle Saint Jérôme, qui dit que c'est une véritable réussite du judaïsme d'avoir pu créer une chaîne du judaïsme de la Palestine jusqu'au Sahara et à l'Égypte, et de l'Afrique jusqu'à l'Inde. Donc les Juifs ont tout, pas colonisé, mais se sont introduits partout avec leur message sur de très, 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 très vastes territoires. Vous me laissez encore quelques minutes? Voilà, vous ne pouvez pas me dire non, donc je continue. En 589, on est en plus là. Arrivée des premiers Juifs expulsés, fuyant les massacres des Visigoths en Espagne. 589. 694, 7e siècle donc, expulsion des Juifs d'Espagne par toujours nos Visigoths, suite au concile de Tolède. 694, ils reviendront en Espagne lors de la conquête de l'Espagne par les musulmans. Presque au même moment, mais une vingtaine d'années avant, 675, des milliers de Juifs arrivent de la péninsule arabique, d'où ils sont partis. Alors, ils arrivent sur les pas des musulmans, ils ont fui l'Arabie parce qu'ils ont été massacrés ou expulsés de Kaïba, de Yatrib et du Hedjaz. Ça, nous l'avons vu, c'est l'affaire en 638. Et donc, ils vont suivre les troupes musulmanes qui vont jusqu'au Maroc, en Afrique du Nord. En fait, si je résume cette histoire-là, pendant un millier d'années, c'est long, des Juifs arrivent au Maghreb et spécifiquement au Maroc de partout, de Palestine, de Babylonie, par les Phéniciens, par les Grecs, par les Romains, d'Espagne, il en vient de partout et qui s'installent dans le Maghreb et qui feront donc le lit, le noyau de ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme séfarade, avec toute sa richesse, notamment en raison de ses origines extrêmement diverses. Ils affluent vers l'Afrique du Nord et constituent de très grosses communautés, évidemment avec des traditions différentes les unes des autres, faute de pouvoir central, donc chacun vient avec ses traditions et les perpétue, ce qui est très bien, c'est un enrichissement.
Maintenant, il y a aussi un peu de tout là-dedans. Il y a des juifs, évidemment, mais il y a aussi des karaïtes, puis il y a des juifs rabbinites, donc de formation beaucoup plus récente. Ce judaïsme n'a aucune autorité politique, mais une très forte influence sur les populations environnantes. Il a influencé toutes les populations locales. Nous nous situons là avant le christianisme, et évidemment avant l'islam. Et ce que je vous ai dit avant, en fait, ils ont fait le lit du christianisme qui viendra quelques siècles plus tard. Le judaïsme était tellement répandu qu'on considère qu'au IVe et au Ve siècle, écoutez ce chiffre, les 2/3 de la population d'Afrique du Nord étaient juifs. Les 2/3 de la population d'Afrique du Nord étaient juifs. C'est une évaluation par des historiens, mais recoupée par plusieurs historiens. C'est considérable, c'est colossal. 2/3 de la population. Alors, juifs ou judaïsés, c'est-à-dire pas tout à fait 100%, 90%, 80%, selon les cas. Alors, les Juifs, après leur révolte contre les Romains en Cyrénaïque en 115, vont s'enfuir. Là aussi, la Cyrénaïque, c'est donc la Libye et la Tunisie. 2 groupes s'enfuient vers le Sahara, un par l'est, l'autre par l'ouest. Ils se rejoignent dans le Rhône, c'est donc une région du Sahara, et fondent le royaume de Foud. Voilà, le royaume de Foud, un royaume juif, Peul, ça c'est une histoire de langue, et qui se situe à la frontière du Ghana. Alors, le Ghana, il y avait une autre carte là. Voyons voir si je peux vous montrer. Voilà. Là, nous avons le ventre de l'Afrique, là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de cette région-là qu'on parle. Et voilà le Ghana, tout à fait au sud, ici. Et là, en rouge, vous voyez le cheminement depuis Israël, depuis la Palestine, jusqu'à l'Afrique du Nord, c'est assez long, jusque vers Tanger. Donc, le Ghana, ici, tout en bas, ce petit truc blanc. Et là, il y a un royaume juif indépendant, et qui va durer assez longtemps. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais vous raconter un tout petit bout encore. Après la conquête musulmane de toute l'Afrique du Nord, donc, les Juifs vont tenir un rôle important dans une multitude de royaumes berbères zénètes. Alors, c'est une tribu, et c'est aussi une langue de berbères, et les Juifs tiendront un rôle important de conseiller dans toutes sortes de domaines financiers ou autres, notamment à Sigil Maza. Alors, Sigil Maza, c'est ici. Nous sommes de nouveau dans notre fameuse région. Sigil Maza, c'est là, c'est écrit en rouge. Si vous me suivez. Voilà. Donc, ils vont avoir une forte influence dans ces petits royaumes et ils seront prépondérants dans l'organisation, l'instruction et le développement de ces royaumes qui se situent sur les marges du Sahara et du Maghreb, donc le Dra, le Souss, l'Oued, le Noun, le Tafilalet et le Touat. Tout ça, je vous raconterai ça à partir de la prochaine fois. Il s'agit d'une multitude de petits royaumes juifs du Sahara, juifs ou berbères, ça dépend des fois. Parfois, c'est les juifs qui règnent, parfois, c'est les berbères. Petite histoire, c'est très intéressant parce qu'on n'imagine pas des royaumes indépendants juifs au Sahara. Je pense que ça aura été la surprise du soir et puis on développera ça la prochaine fois. Merci beaucoup. J'espère que vous en sortez parce que c'est compliqué. Oui, c'était très clair comme d'habitude, c'était passionnant. On va maintenant permettre aux gens qui ont des questions. Il y a eu beaucoup de réactions sur le chat, mais vous pouvez maintenant poser vos questions. Bechavod.
Nicole, tu voulais dire un mot? Ariel? Ariel? Moi, je voulais dire que ça nous ouvre des horizons totalement inconnus et dont on n'avait aucune idée. Merci, c'est gentil. Mais moi aussi, j'ai beaucoup appris. Voilà. En premier, merci pour cet exposé, toutes ces tribus. Je pense qu'on m'entend. Oui, 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 oui. Ouais. Toutes ces tribus qui se sont déplacées. Il faut aussi dire que nos ancêtres qui pendant, même disons avant notre ancêtre Abraham, nous étions des transhumants, pas des juifs errants, mais des hébreux Oui, tout à fait, transhumants. des nomades. Donc, cette capacité de se déplacer sur des distances énormes et cette possibilité de communiquer avec les populations, c'était un bagage donc que nos ancêtres avaient avec eux. Et quand les Juifs d'Algérie sont arrivés en France, des fois on entendait que les gens marchaient pendant 1 heure ou 2. Je me suis dit ça doit être difficile le Shabbat pour aller à la synagogue. Mais après quand j'ai entendu qu'ils venaient de Gardaïa et qu'ils faisaient le Sahara, donc la synagogue pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'était la porte d'à côté. Pas trop méchant, oui. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. D'autres réactions, je vois, d'autres micros ouverts. Je peux parler? Oui, bien sûr, Nicole. Je suis en admiration devant Monsieur Spira. C'est extraordinaire. Toutes ces cartes et tous ces noms et toute cette histoire et tout, il n'y a pas beaucoup de personnes aussi agréables à entendre, à écouter. Et on apprend, bien sûr, on apprend. Mais c'est vraiment admirable. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Nicole. Je partage. Merci. C'est trop gentil. Merci. Non, pas trop. Il y a M. Elie qui a ouvert son micro. Elie, vous voulez intervenir? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est une question au sujet du nom de famille Touati, qui est le mien. Oui. Je voulais savoir, parce qu'il y a des Touati musulmans et des Touati juifs. Quelle est l'origine première? Est-ce que ce sont des musulmans qui se sont convertis au judaïsme ou l'inverse? Alors, vous êtes formidable, parce que c'est exactement la question qu'on n'arrive pas à résoudre. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Clairement, les Touati, c'est vraiment le berceau, c'est le Touat, ça c'est clair. Maintenant, ils ont pris des noms de lieux, mais ce qui ne signifie rien non plus. Vous savez, ce que je connais un petit peu mieux, quand vous prenez le judaïsme allemand, vous avez des Wormser, vous avez des Frankfurter, vous avez des Hildesheimer. Ce sont des noms de villes qui ont été pris par des Juifs ensuite, Worms, Francfort, etc. Je pense pour le toit, c'est la même chose. Maintenant, on ne sait pas, on n'arrive pas à faire le distinguo entre, c'est ce que j'ai dit avant, ces Juifs qui sont venus après de très longues pérégrinations, qui sont arrivés de Palestine jusqu'au Touat, suite à toutes sortes d'histoires, ou est-ce que ce sont des Berbères, d'une population locale qui s'est convertie au judaïsme? On n'arrive pas à le savoir. On n'arrive pas à faire le distinguo. C'est une formidable question. Et plus que pertinente, mais on n'arrive pas à distinguer. On n'arrive pas. Mais donc, vous connaissez là votre origine. Ça, c'est clair. Tous les Touati viennent de là-bas. Une grande histoire. Une grande histoire. Merci. Mais avec plaisir. Encore une fois, aussi, quand quelqu'un s'est converti, ça c'est une question de loi juive, quand quelqu'un s'est converti au judaïsme, on n'a pas le droit de lui rappeler sa conversion. Il est juif, il fait partie du peuple juif, point. Terminé. Alors ça, mais ça, ce sont déjà des commentaires bien postérieurs aussi, et je ne suis pas sûr que les premières populations du Touat avaient connaissance de cette approche-là. On n'arrive pas à faire la distinction. On n'arrive pas. Merci, Georges. Madame Chouraki, on vous écoute. Non, il y a un problème du micro. Elle n'a pas entendu. Elle a pas Si. entendu. Votre micro, il y a un problème du micro. Madame Chouraki, je suis désolé, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas.
Si vous voulez essayer de fermer le micro, de le rallumer. Non, ça ne passe pas. Je suis désolé. Ou par écrit ou par un autre moyen pour parler avec Georges. René, je faisais référence au livre dont tu parlais la semaine dernière, il y a 15 jours. Tout à fait. C'est un formidable bouquin. Hein. Le travail. Monsieur Olliel a fait une douzaine de voyages dans le Sahara sur les traces des communautés juives. C'est un travail extraordinaire, extraordinaire. Vous avez réussi à le contacter, monsieur Spira? Non, non, non. Je sais, il habite en France encore. Monsieur France, je crois du côté de Nantes ou comme ça. Oui, je crois que je ne suis pas sûr. Hein, ou de Clermont-Ferrand peut-être. Écoutez, je ne suis pas sûr. Mais je peux actuellement vous donner les coordonnées par Johan si vous voulez. Mais je ne vais pas aller. Attendez voir. Son livre est tellement complet. Je ne veux pas aller plus loin. Sinon, je vais commencer à vous fatiguer avec mes histoires. Ce ne sont pas les miennes. Merci beaucoup, Georges. Tu ne nous as pas fatigué. C'était fantastique. Toda Rabba. Merci beaucoup.